Le thème du soir, c'est l'image du corps, image de soi. Autrement dit, en quoi l'image du corps que je me représente, qui est simplement une représentation totalement subjective, puisqu'on touche ici l'image du corps qui est une fabrication, une construction complètement mentale ou psychique de notre représentation de l'image de soi, d'ailleurs, qui est en relation avec notre identité, comment on corrèle l'image que l'on projette sur notre corps avec notre identité, notre soi, notre moi, et comment cela interfère dans notre vie, que ce soit de nous à nous, dans une image qu'on a de nous-mêmes et qu'on va du coup projeter vers le monde extérieur, et comment cette image qu'on a de nous interfère dans la relation qu'on a avec les autres, et interfère aussi dans le regard que l'on peut poser sur autrui, dans le sens, par exemple, où on se dit, tiens, cette personne, elle est belle, elle est moche, elle m'intéresse pas, si elle a des cheveux comme ça, c'est qu'elle est belle, si elle a des cheveux pas comme ça, c'est qu'elle est pas belle. C'est-à-dire que toute la représentation qu'on se construit autour de notre propre image, de notre corps, du regard qu'on pose sur nous-mêmes, va évidemment interférer sur le regard que l'on va poser à l'extérieur, sur d'autres êtres humains, mais aussi sur le reste. Voilà. Donc c'est ce thème qui nous préoccupe ce soir, l'image du corps, image de soi, avec toutes les questions qui vont se poser sur l'idéal, évidemment, puisque vous comprenez bien que nous sommes aujourd'hui dans une société qui accentue l'image idéale du corps, avec la société notamment occidentale, plus qu'en Orient d'ailleurs. Voilà, donc effectivement, il y a des pays où il y a une culture comme ça, qui est très imbibée d'une image du corps idéal. Et donc, on voit apparaître avec ça des tas de symptômes, puisque si l'on veut correspondre à une image idéale, il va y avoir une difficulté d'accepter ce qui est vécu comme non idéal, donc ce qui est simplement perçu comme pas aux normes, au canon de l'époque. Et donc, ce qui tombe sous le sens qui apparaît évident, c'est-à-dire d'être comme on est et d'être pas forcément conforme à l'image de la culture telle qu'on s'y attend, comme les mannequins, comme la représentation qu'on peut avoir subjective de comment on devrait être, le look, le style, le regard, l'habillement, le maquillage. Pour les femmes et pour les hommes, c'est pareil. Est-ce qu'ils correspondent à la norme canonique de la beauté de l'époque ? Et donc, si on ne correspond pas à cette image idéale, il va y avoir de la souffrance. Et parfois, la souffrance, elle est assez grande, puisque moi qui travaille en cabinet, en tant que psychologue, psychothérapeute, je vois des pathologies de l'image du corps, et notamment des personnes qui vont, ce qu'on appelle, générer de la dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est une interprétation erronée du schéma corporel. C'est-à-dire qu'elles vont fixer sur un objet du corps, une partie du corps, et l'interpréter comme non OK, et donc du coup en faire une fixation, voire une obsession, voire une angoisse, et donc par exemple faire de la chirurgie esthétique, puis une fois que ce membre-là ou cette partie est à peu près arrangée, ça va se déplacer sur autre chose, etc. Donc c'est une forme de déréalisation sur une partie du corps, et une fixation. Donc on voit qu'il peut y avoir des pathologies comme l'anorexie, la boulimie, d'autres pathologies de la déformation et de l'image idéale du corps. Donc il y a pas mal de souffrances avec cette image qu'on a de notre corps et comment on se fabrique une image idéale à laquelle on a du mal à correspondre, qui est évidemment influencée par la culture, le pays, la culture, la famille, le regard que pose la société sur la perfection du corps. On voit qu'aux États-Unis, parce qu'on est pas mal issu de cette culture américaine, on attend qu'on soit en forme, beau, souriant, avenant, donc qu'on tienne une certaine posture jusqu'à la fin des temps. De manière un peu éternelle comme ça. Un peu, c'est une forme de toute puissance qu'on attend, et notamment de notre corps, qui va contraindre les individus, s'ils veulent s'y conformer, à être dans un acharnement sur la beauté du corps, sur le fait de rester en forme, et ceci dans les excès.
Parce que je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas intéressant et avantageux de s'intéresser à son véhicule terrestre, c'est-à-dire à son corps, mais jusqu'où on va pour se contraindre ou pour s'acharner à vouloir correspondre à une image idéale, et donc parfois à arriver dans les excès comme la chirurgie esthétique qui peut être parfois en excès, comme faire des cures d'amaigrissement, comme faire de passer son temps à se relooker ou à chercher à s'habiller toujours et encore plus soigné, etc. pour plaire, tout ça pour être aimé, et à s'acharner avec excès ou à s'acharner dans l'excès inverse qui est je me néglige, je suis complètement... je ne mets pas du tout mon attention sur mon corps, qui est une autre forme de pathologie. Hein. Je me désintéresse de mon corps, puisque j'y arriverai jamais, ou c'est pas important, ou je veux pas voir que c'est important. Hein. On a quand même un véhicule, ce qu'on appelle un véhicule terrestre, c'est-à-dire on a affaire avec notre corps, et c'est quand même quelque chose de sacré, puisqu'on est toujours dedans, jusqu'à la fin de notre vie. Donc c'est quand même important aussi de s'y intéresser quand même. Mais jusqu'où je balance entre la négligence totale, c'est-à-dire l'excès de je ne m'y intéresse pas du tout et je ne veux pas voir, je veux faire comme si ça n'existait pas, avec l'autre excès qui est je m'acharne sur l'image idéale de mon corps et je fais tout pour correspondre à une façade, à un look, à un style qui pourrait plaire, qui pourrait me plaire et qui pourrait plaire aux autres. Et si vous regardez de l'endroit d'où ça part, cette image idéale du corps, ça part toujours du besoin d'être aimé, d'être accepté de manière inconditionnelle. Voilà. Ça, c'est la première chose que je voudrais pointer avec vous, c'est que ce n'est pas un hasard si on souffre tellement de problèmes avec notre corps. C'est parce que à l'origine, on a vraiment envie d'être aimé, d'être accepté, et on croit que si notre corps n'est pas conforme, que si on n'est pas beau, si on n'est pas comme il faut, présentable, soigné, enfin comme il faut, alors on ne va pas être accepté. On va pas plaire. C'est pas totalement faux. Mais c'est pas totalement vrai. Et en fonction parce que vous savez que cette perception de cette réalité de notre corps, c'est pour ça on appelle ça un schéma corporel hein, dans notre jargon. C'est-à-dire que c'est complètement une perception subjective. Et vous le savez comme moi, puisque la beauté, c'est complètement subjectif. Il n'y a rien d'objectif dans la vision de la beauté. Hein. Quelqu'un peut trouver une personne belle qui, le voisin d'à côté, ne va pas du tout l'évaluer comme jolie. On est vraiment dans du jugement. Et dès qu'on est dans du jugement, dans l'évaluation, c'est complètement subjectif. Même si ça vous paraît évident. Et donc à partir de là, c'est vraiment important de voir... quelle est ma représentation subjective de mon corps et comment se fait-il que je mets autant d'importance sur telle partie de mon corps ou telle autre partie de mon corps. Comme par hasard, certaines personnes vont accorder toute leur importance sur, par exemple, les mains. D'autres, ça va être les pieds. D'autres, c'est les cheveux. D'autres, c'est le nez. Alors, il y en a qui font des fixations sur une partie du corps et qui ne s'aiment pas du tout à cet endroit-là. Alors que si c'est la voisine d'à côté... Bon, elle a un nez comme elle a, cela le nez qu'elle a, quoi. Mais comme si, sur elle-même, il y a comme ce qu'on appelle une dysmorphophobie, c'est-à-dire une fixation sur une partie qui est jugée comme non OK. Eric Berne, qui est le fondateur de l'analyse transactionnelle, disait comme ça qu'à la naissance, on arrive tous princes et princesses, et que en fonction des traumas, des histoires, de comment notre famille nous a accueillis ou pas, comment les petits camarades de l'école se sont moqués de nous ou pas, sur le corps d'ailleurs, ça peut jouer aussi, eh bien comment on transforme notre image de notre corps et comment on se transforme en crapaud ou grenouille au lieu de rester prince et princesse, c'est-à-dire de se voir comme OK, et comment on va commencer à se percevoir comme non OK. Non OK, ça veut dire je ne suis pas conforme à l'image que j'aimerais avoir. J'aimerais être différent que ce que je suis, je ne m'accepte pas comme je suis. Et en général, avec l'histoire du corps, c'est souvent marqué sur une partie du corps. Voilà. Et donc, pour aller un petit peu plus loin, ce que je voulais faire avec vous, c'est un petit exercice de visualisation, parce que très souvent, on ne se connaît pas bien à cet endroit-là. On sait qu'adulte, par exemple, on dit ouais, j'aime pas trop, par exemple, mes mains, ou j'aime pas mes cheveux, ou je sais pas. Il y a une partie que vous aimez moins, et que du coup, souvent on fait une fixation là-dessus, mais on ne sait même pas pourquoi ça existe ça.
Donc je voudrais vous faire un petit travail de visualisation pour voir, pour que vous compreniez mieux d'où s'originent les marquages de votre corps qui sont en lien avec l'image que vous avez de vous-même, hein, image du corps, image de soi, identité. Hein. Et c'est intéressant de voir, des fois on a méconnu certains moments de notre passé, avec nos parents, avec notre famille, avec des profs à l'école ou des petits copains, des camarades. Et en fait, on fait une fixation sur une partie de notre corps parce qu'à l'époque il s'est passé ça, mais on a oublié qu'il s'est passé ça. Et du coup, on se détruit presque la vie, on se pourrit la vie, parce qu'on a oublié que ça s'est passé comme ça ou qu'il y avait des valeurs comme ça dans la famille. Donc, un petit exercice de visualisation que je vous présente là, maintenant. C'est juste de prendre le temps de vous mettre en contact avec les parties de votre corps que vous aimez le moins. Qui sont, que vous aimez le moins, que vous jugez inappropriées, pas ok, voilà, vous aimez pas trop, voilà. Il y a des parties qu'on aime bien, puis des parties qu'on n'aime pas. Donc juste de pointer celles que, ça peut être une partie, hein, que vraiment vous n'aimez pas votre truc, quoi, ça vous dérange. Et puis, une fois que vous avez noté une partie que vous aimez moins, vous allez faire un bond dans le passé, un retour en arrière, comme s'il y avait un fil qui pouvait repartir dans le passé. Et puis revenir à un souvenir, par exemple, qui monte à la surface, qui est un souvenir où vous étiez, par exemple, en famille, quand vous étiez plus petit, et voir revoir les différentes personnes de votre famille, assises à une table, par exemple, table où vous êtes dans un repas de famille, par exemple, hein. Et puis, voilà, il y a votre père, votre mère, par exemple, la famille, les grands-mères, les personnes de votre famille les plus proches, qui ont compté pour vous. Et puis, imaginez, vous êtes invisible. Vous êtes caché comme un fantôme, mais vous êtes présent à cette tablée de famille. Mais en fait, vous pouvez entendre, mais eux ne vous voient pas. Et vous entendez les remarques qu'ils font. Merci d'éteindre votre téléphone. Vous pouvez entendre ce qu'ils disent, mais eux ne vous entendent pas. Donc je vous invite, quand vous êtes en contact avec ce souvenir, que vous pouvez créer d'ailleurs, voilà, il y a la famille, vous êtes derrière, vous pouvez passer derrière eux et vous les entendez. Juste de voir qu'est-ce qu'ils disent sur vous, sur votre corps, sur votre image. Voilà. Qu'est-ce que papa, maman, mon grand-père, ma sœur, mon frère, enfin tous ceux qui étaient là, dans cette table, qu'est-ce qu'ils disent sur moi, sur mon corps, la taille, la beauté, une partie du corps. Quelles sont les informations dont je me souviens que certains membres de ma famille disaient sur moi, sur ma façon, sur mon image, sur mes vêtements, sur le fait que j'étais une fille, ou que j'étais un garçon, ou que j'aurais dû être un garçon, ou que je suis une fille. Donc, voilà, ça peut être aussi sur le sexe, féminin, masculin. Voilà. De quoi vous vous souvenez pendant que vous passez autour de la table de qu'est-ce que ces personnes disent, qu'est-ce que ces membres de ma famille disent de moi sur mon image, de quoi je me souviens. Et dans un deuxième temps, en quoi ça me marque encore aujourd'hui, en quoi c'est encore présent, ce qu'on a dit sur moi quand j'étais enfant. Vous pouvez aussi faire un petit pas de puce et vous souvenir à l'école. Parce qu'à l'école, il y a quand même pas mal de choses qui s'y passent avec les camarades, les vexations, les humiliations, les moqueries, si vous portiez des lunettes, si vous portiez pas de lunettes, si vous étiez habillé comme ci, habillé comme ça, trop gros, trop maigre, trop je sais pas quoi, trop grand, trop petit, trop... Voilà. Donc de nouveau, regardez, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce que les camarades, qui n'étaient peut-être pas des camarades d'ailleurs, comment les autres enfants ont dit sur certaines parties de votre corps, et qu'est-ce qui vous a marqué là-dedans? Qu'est-ce que vous gardez en trace aujourd'hui de ce qu'on a dit sur vous petit? Et puis regardez comment vous vous êtes débrouillé pour faire face à ce qu'on a dit sur vous. Qu'est-ce que vous vous êtes dit sur vous-même
Et qu'est-ce que vous avez décidé pour faire face? Par exemple, pour plus qu'on se moque de vous, ou pour plus qu'on vous dise ça sur vous, ou, hein, comment vous avez réagi, hein, comment vous êtes organisé pour vous défendre contre ce qu'on vous a dit, qui vous déplaisait, qui vous faisait sentir non ok. Comment c'est présent aujourd'hui? Quelle trace il y a de ça? Et est-ce qu'il y a encore une sensibilité sur t'es trop grand, t'es trop petit, t'es trop gros, t'es trop maigre, t'as pas les mains jolies, t'as pas de cheveux, t'as trop de cheveux, etc., etc., etc. Donc regardez jusqu'où ça joue encore pour vous, jusqu'où ça vous impacte encore aujourd'hui, ce qu'on a dit sur vous dans le passé, des personnes qui comptaient pour vous, évidemment, pas des personnes qui ne comptaient pas, hein, mais des personnes qui ont eu des enjeux affectifs pour vous, parce que c'est ceux-là qui vont donner le plus de marquage. Hein, voilà. Et de nouveau, vous pouvez voir, encore adulte, comment vous vous comparez et de quelle manière vous vous comparez aux autres, en plus ou en moins, sur cette partie du corps, sur cet aspect-là. Ce qu'on va voir apparaître, si vous avez fait l'exercice, hein, vous pouvez prendre note et prendre conscience de certaines choses, c'est toujours intéressant. Ce qu'on va voir apparaître, c'est que en fonction des impacts qu'on a eus sur une partie du corps, on va faire une fixation sur cette partie-là. D'accord ? Et donc, on va donner beaucoup d'énergie psychique sur cet aspect, sur cette partie-là. Je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, et c'est automatique, c'est qu'on va commencer à se comparer en plus et en moins. D'accord ? Donc, on va se comparer en plus. On peut toujours trouver... au fait, par exemple, si je trouve que j'ai... Moi, par exemple, ma sœur, elle avait des super cheveux et moi, j'ai toujours eu des cheveux très fins. D'accord ? Moi, je te parole. C'est juste... est-ce que personne qui a sa voiture dans le parking à côté? Tu vas être bloqué. Ah oui, moi. Alors, à l'avenir, tu devras éviter le parking n'appartient pas, il faut l'utiliser. Il faut aller la chercher, c'est à l'intérieur. Désolé. Ok. À tout de suite. Alors, je continue, hein, ça n'empêche pas de continuer. Donc, je disais, en fonction des impacts qui ont été marqués sur une partie du corps ou un aspect, ensuite, vous allez ne pas pouvoir vous empêcher de vous comparer en plus et en moins. En plus, c'est-à-dire, vous allez être... Vous allez remarquer, par exemple, moi je parlais de mes histoires de cheveux, ceux ou celles qui ont moins de cheveux. Voilà. Donc là, je suis en plus. Ou oui, voilà. Et par contre, je peux être en moins. Je vais me comparer en plus et en moins par rapport à cette histoire de cheveux. Pour d'autres, ça va être les mains. Pour d'autres, ça va être les yeux. Pour d'autres, ça va être la grosseur, la maigreur. Pour d'autres, ça va être... Voilà. Chacun, avec son marquage, va commencer à se comparer en plus et en moins. Et donc, ce qu'on va voir apparaître ici, c'est ce qu'on appelle... l'identité, c'est-à-dire je suis identifiée à une partie de mon corps et j'en fais un problème. Sinon, il n'y a pas de problème. Le thème n'apparaît même pas dans votre champ de conscience. Donc, sinon, vous en faites un problème. Et donc, il va y avoir soit une honte. On va voir apparaître la honte. J'ai honte d'être comme ça. Donc, soit je n'en parle pas, mais j'en fais un problème. Et je me sens vite stimulée sur ce point-là, sur cet aspect-là. Avec la honte, pour s'en sortir, en général, on va construire ce qu'on appelle une contre-identité. La contre-identité, c'est pour faire face à ma honte, de ne pas être OK, de ne pas être conforme. Eh bien, soit je vais être fière, par exemple, c'est pour ne pas sentir la honte, hein, pour éviter le sentiment de honte. Donc, je vais m'arranger pour contrebalancer le poids, et donc être fier de ne pas trouver ça important, par exemple. On s'en fout d'avoir des cheveux, pas des cheveux, ça n'a aucune importance. De toute façon, moi je me débrouillerai en étant intelligente. Voilà, ça c'est ma décision scénarique. Voilà. Chacun va se débrouiller avec comment je vais faire pour faire face à ce marquage. Ça c'est la contre-identité. Ou soit je vais me mettre à mépriser ceux qui sont trop gros, trop maigres, etc. Donc c'est ma manière de m'en sortir pour faire face aux problèmes et à la honte que j'ai. Hein. Soit au contraire, je vais passer mon temps à être obsédée par ce sujet-là et à faire de la chirurgie esthétique, à faire des tas de trucs, à m'acharner sur cette partie pour qu'elle devienne conforme, pour plaire.
Hein, donc soit je fais face en étant fière de ne pas m'en occuper du tout et à être autre chose, etc. Soit au contraire, je vais m'acharner sur le sujet. Mais on est toujours dans comment je m'arrange pour faire face à ma honte. Et vous allez voir les stratégies, ici on va parler de stratégies qui sont non résolutoires, parce que plus je mets de l'énergie dans ma contre-identité, plus ça montre que je suis perturbée, que je vais mal. Plus c'est pour cacher la honte. Hein. Mais le problème est toujours là à la racine, on ne l'a jamais enlevé. Ça veut dire que je me trimballe toute ma vie avec ce sentiment de je ne suis pas OK, je ne m'accepte pas, et que je sois dans je néglige le sujet ou je passe mon temps à m'acharner sur le sujet, c'est pareil. Donc on va voir apparaître les extrêmes ici. Hein. Il y a des personnes qui ont décidé, ça fait partie des profils de personnalité, qui ont décidé de négliger leur corps. C'est-à-dire, allez, on s'en occupe pas, on mange n'importe quoi, on fait pas de sport, on néglige. Hein. Le corps, c'est pas important. Vive la pensée, la réflexion, l'intelligence. On va pas commencer le corps, qu'est-ce que c'est que le corps il n'y a que l'esprit qui compte, donc soyons des performants de l'esprit, mais le corps, c'est pas important. Et en général, ce qu'on sait, hein, c'est qu'il y a eu un problème sur l'incarnation, sur l'atterrissage du corps, ou sur des problèmes de non-acceptation de l'image du corps. Voilà. Mais il y a un souci avec l'acceptation du corps, la reconnaissance de mon image, et le droit d'être dans son corps. D'accord ? Voilà, donc c'est souvent le cas. Donc ça, c'est l'excès de... Là, je vous donne les difficultés, les pathologies hein, qu'on peut avoir avec l'image du corps. Je suis complètement dans la négligence de mon corps, donc je vais mettre mon énergie ailleurs et je vais dire tout et tout fort que le corps n'est pas intéressant. Mais c'est aussi une souffrance. Hein. Et l'extrême inverse, c'est je suis dans l'inverse de la négligence, c'est que je suis archi soigneux, obsessivement, hein, obsessif, ici il y a de l'obsession, obsessivement soigneux de mon corps. Soigné, donc il faut que je fasse attention à mon look, à mon élégance, à mon maquillage, à ma manière de marcher, à faire de la chirurgie esthétique, à faire du sport à outrance, à faire des cures d'amaigrissement, à faire... enfin, vous voyez quoi, passer mon temps à m'acheter des vêtements, tout ce qui est obsessif sur le corps. Mais quand je parle d'obsession, ça peut être complètement obsessif. Hein. On peut tomber vraiment dans de la pathologie, de passer son temps et toute sa vie à s'acharner sur toujours une partie du corps. Et une fois que, par exemple, on fait une chirurgie sur les seins, après ça va être les rides, après des rides, on va passer je sais pas quoi, enfin tout est possible. On peut tout imaginer, parce qu'il y en a qui se font des chirurgies sur chirurgie, ou qui passent tout leur fric sur les cures d'amaigrissement, les cures de, je sais pas quoi, le vestimentaire, le maquillage, les cabinets d'esthéticiennes. Alors évidemment, ça fait marcher le commerce. Vous avez compris que c'est pas anodin, parce que dans cette société, c'est aussi extrêmement enfin c'est aussi lié à un aspect commercial. Hein. Donc on va pas vous dire que c'est pas intéressant de s'acharner sur le corps, puisque ça va marcher, ça fait marcher toute une partie de l'industrie et de l'économie quand même. Hein. Tous les produits de beauté, tous les instituts de beauté, tous les... voilà, et ça a toujours été, je veux dire de tout temps. Mais on utilise ainsi la souffrance des personnes par ce biais-là, par ce truchement-là, pour faire marcher une partie de l'économie. Et pourquoi pas ? Mais ça part d'un endroit où on utilise le côté crédule de la personne, ou la partie souffrante de la personne, hein. Et vous pouvez passer votre temps à investir là-dessus, et ça ne résout en général pas les problèmes. Hein, parce que c'est pas parce que vous faites 50 tonnes de cure d'amaigrissement que ça marche pour autant. Le problème, il n'est pas à cet endroit-là. Il est sur la non-acceptation de... Je ne m'accepte pas comme je suis, je veux être autrement. Et vous savez autre chose, notamment je parle maintenant des problèmes de poids, hein, parce qu'on voit des pathologies arriver sur l'anorexie et la boulimie. Hein, on est sur l'image du corps, là. Donc c'est considéré comme des addictions, hein, anorexiques et les boulimiques. Et vous le savez comme moi, plus vous mettez votre attention en vous trouvant trop grosse ou trop maigre, enfin en général c'est trop grosse, pour les femmes, ça peut être aussi pour les hommes, il y a des hommes anorexiques et boulimiques, hein. Plus vous êtes dans je me contrains à une image idéale de moi qui est parfaite, qui n'est pas celle qu'elle est, et plus vous transgressez les règles. C'est comme ça que ça marche, hein. Plus vous voulez faire des régimes, et moins vous arrivez à en faire.
Puisque vous êtes obsédé, c'est l'obsession qui ne marche pas. Hein. Plus je suis obsédée par une partie de mon corps, plus je suis obsédée par mon poids, plus je me contrains, et plus je me contrains, et plus je transgresse les règles, hein, puisque je suis obsédée. Je mets toute mon énergie sur ce problème. Donc plus je mets mon énergie, plus forcément, comme on est dans le monde de la dualité, plus forcément vous avez qu'une envie, c'est d'enfreindre la règle, qui est de s'interdire de manger, par exemple. Voilà. Et donc plus c'est le truc qui se mord la queue, hein. Plus on met de l'énergie quelque part, comme on est dans le monde de la dualité, plus on va se trouver face à son contraire. Plus je mets mon énergie sur je veux être belle, donc plus je passe mon temps là-dessus, c'est-à-dire je consacre toute une partie de mon temps là-dessus, plus je vais être obsédée par le moche. Et je vais passer mon temps à me croire moche, à me trouver moche, puisque je passe mon temps à vouloir être belle. D'accord ? Ben oui, c'est un thème. Hein. Et ce thème, il se varie à l'infini. Vous pouvez passer votre vie là-dessus. Hein. Sachant que c'est complètement subjectif, puisque la perception est totalement subjective de la beauté. Hein. Ça ne veut rien dire beau et laid. C'est que l'image que vous créez, c'est complètement un jugement totalement subjectif. Et quelque part, si vous voulez vraiment vous soigner, je vous donne une piste vraiment intéressante de cette histoire d'investir toute son énergie sur beau et laid. C'est plutôt d'avoir un regard esthète, mais qui serait esthétiquement libre de tout. Et ce serait quoi d'être complètement esthétiquement libre de tout? C'est d'être dans un regard qui peut être porté sur le beau, mais le beau partout, sans être bourré d'a priori de stéréotypes et des clichés qui font la norme sociétale. C'est-à-dire que le beau peut se trouver partout, y compris dans ce qu'on dit de laid. Il y a des personnes qui arrivent à voir les choses comme ça. Un pur esthète est complètement libre et dénué de tout jugement conformiste. C'est-à-dire qu'il voit dans toute chose la beauté. Parce que c'est un représenté de la vie. Et dans tout ce qui est vivant, c'est beau. Mais ça, c'est la beauté pure, libre de tout jugement. C'est la grâce, en fait. C'est une piste que je vous donne, hein, vous n'êtes pas obligé de la prendre. Mais c'est une manière de percevoir la réalité d'une autre manière. Et ça, c'est le vrai esthète. Je dirais, il touche la grâce partout, dans tout ce qui est animé. Et donc, il peut voir du beau partout, et pas seulement les critères et les stéréotypes qui nous envahissent, qui sont « Ah oui, si t'es pas maquillée comme ça, t'es pas belle. Si t'as pas les cheveux comme ça, t'es pas belle. Si t'es pas habillée comme tout le monde, t'as pas ton costard-cravate, t'es pas beau. Si t'es pas jeune, t'es pas beau. » Après, il y a jeune, vieux. Alors, vous voyez, beau, laid, jeune, vieux, grand, petit, gros, voilà, tous ces trucs-là. C'est tout le monde de la dualité dans lequel vous avez des interférences avec l'image du corps. Et en fonction de votre thème préféré, ben vous allez dégager beaucoup d'énergie psychique et vous allez vous fatiguer beaucoup avec ça. Et en même temps, c'est une souffrance énorme. Donc, quelles sont les pistes et les remèdes que j'ai face à ça? Parce que je peux passer ma vie là-dedans, à tourner en boucle comme un hamster dans une cage, à me faire souffrir avec cette image de corps qui correspond à l'identité que je me suis fait de moi, hein, que je me suis construite enfant, et qui est complètement subjective. Tout ça pour se faire aimer. Je vais vous laisser la parole parce qu'il y a déjà probablement des questions dans l'auditoire ou des remarques. En fait, c'est pour... Alors, le micro n'amplifie pas, mais il marche. Okay, bon. Par rapport à juste ce que tu viens de dire, en fait, moi, ça résonne vachement au moment. Et effectivement, on peut mettre l'intention de voir la beauté. Et je pense que je suis déjà là-dedans. Mais là où ça bloque, en fait, c'est que c'est les conditionnements qu'on a, en fait. Du beau, du bien. Puisqu'on est incarné ici, on est incarné dans la dualité. Et on a ces conditionnements-là par rapport à l'éducation, par rapport à plein de choses. Et c'est ça, en fait, qui est difficile à faire, de réussir à déconditionner ça, en fait. Voilà, oui. C'est une très bonne question. On est la plupart du temps tous prisonniers de nos conditionnements. C'est pour ça que c'est intéressant déjà de se poser des questions au lieu de méconnaître qu'on est conditionné et qu'on est prisonnier. Parce que c'est comme si pour la plupart, tu vois, tu poses une question, comment je fais pour sortir de mes conditionnements? Mais il y a plein de personnes qui se trouvent donc obsédées par une partie du corps, très en souffrance et donc acharnées pour être super soignées ou complètement négligentes, hein, c'est les excès, complètement impuissantes ou complètement obsessives, mais qui sont en prison avec ça et qui trouvent presque ça normal de continuer à se faire souffrir en toujours essayant de rester jeune, en faisant toujours des cures d'amaigrissement et de là, tu vois. Donc déjà, la première question, c'est de voir ô combien on est conditionné et que ça paraît évident, mais c'est pas évident.
Hein, on est vraiment prisonnier des marquages de l'enfance, de la société qui nous renvoie qu'on doit être jeune, beau et en bonne santé, mince et svelte et souriant, sans rides, etc. Déjà, c'est petit 1. Après, le petit 2, c'est cette question. Quand je me rends compte combien je me suis façonnée pour correspondre à une image qui, de toute façon, ne pourra jamais être conforme, puisque c'est que l'image de moi, c'est qu'une image subjective de moi, avec une image idéale que je me suis créée, hein, évidemment qui n'existe pas, puisqu'elle n'est que dans mon esprit, eh bien, je vais commencer à voir comment je peux me libérer de ces conditionnements. Et pour se libérer des conditionnements, il y a déjà une chose, la petite 1 du petit 1, c'est... bon, je vais marquer ça là. C'est de reconnaître ta valeur intrinsèque. C'est-à-dire, la valeur intrinsèque, c'est l'acceptation inconditionnelle de son image. Tu vois, j'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'image déformée de ton corps, parce qu'on a un prisme, hein, et à un moment donné, il y a le décalage entre l'image idéale de toi, j'aimerais tellement être mince et grande et jeune et je sais pas quoi, ça c'est l'image idéale que tu as fabriquée, hein, et c'est comme ça que je vais plaire, avec la réalité. Et donc ici, quand il y a un écart entre ton image idéale et le réel, tu vas commencer à déformer, tu vois, et ça va devenir subjectif. C'est-à-dire, tu vas te dire, oh là là, je ne devrais pas être comme ça, je ne suis pas OK, comment je vais faire pour être dans mon image idéale Alors voilà, après, toutes les stratégies, cure d'amaigrissement, maquillage, machin, tout le tintouin. Hein. Et là, c'est la piste erronée, là, tu pars dans le mur. Donc, pour t'en libérer, à mon sens, c'est revenir sur ta valeur intrinsèque. Donc, l'acceptation inconditionnelle, dans le réel. Est-ce que je peux voir et m'apercevoir que je me suis fabriqué une image déformée, que j'ai interprété mon image comme neunequet, parce que quand j'étais petite, mes parents m'ont dit que j'avais un grand nez, que personne m'aimerait avec mon grand nez, enfin des trucs comme ça, tu vois. Donc voilà, où j'ai compris que si j'avais des lunettes, je serais pas terrible, bon bref. Donc est-ce que je peux voir que j'ai embarqué ça de l'enfance et que je crois que c'est vrai ? Et peut-être en étant grande, je vais pouvoir être une bonne mère ou un bon parent pour moi-même et reconnaître ma valeur, comme quoi, mais non, c'est faux, je suis un être unique et je suis OK, je suis un prince et une princesse. Je ne suis pas un crapaud, une grenouille. On m'a fait croire que j'étais un crapaud, une grenouille. Mais non. Est-ce que globalement, je peux m'accepter inconditionnellement, y compris si j'ai des lunettes, y compris si je suis je sais pas quoi, voilà. Ce qui ne veut pas dire en aucun cas, une fois que tu as reconnu ta valeur intrinsèque, hein, c'est-à-dire je suis unique dans mon genre et je m'aime comme je suis, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas non plus t'intéresser à ton corps. Il ne s'agit pas de le négliger. Évidemment, c'est intéressant d'être dans la juste mesure, tu vois, parce que le corps, c'est aussi... tu as les excès, hein, se négliger et l'acharnement, tu vois, être obsessif. L'acharnement, c'est l'obsession du corps. Donc là, c'est une vraie souffrance. Le juste milieu, évidemment, c'est la capacité de prendre soin de ton corps, parce que c'est ton véhicule terrestre qui t'accompagne jusqu'à la fin de tes jours quand même, donc c'est quand même mieux dans certaines philosophies, on dit que c'est un temple sacré, donc il s'agit de le visiter comme un temple sacré, il ne s'agit pas de le mettre à la poubelle en disant bon, un corps, c'est qu'un corps, non, parce que c'est quand même ce véhicule qui t'accompagne, donc en prendre soin, peut-être en faisant du sport, en mangeant plutôt sainement, mais sans être obsédé, sans le négliger, tu vois, ni l'un ni l'autre. Une fois que tu es capable de reconnaître ta valeur, je m'accepte comme je suis capable de m'accepter comme je suis, à ce moment-là, tu vas voir que facilement, tu vas prendre soin de ton corps, mais sans tomber dans les excès, sans tomber dans la négligence. Je ne veux pas m'intéresser à mon corps parce que je suis impuissant et je m'en désintéresse totalement. Privilégions l'esprit, privilégions je ne sais pas quoi, l'éther, la spiritualité, enfin tout ce qu'on veut, mais quittons le corps, parce que le corps, mon vieux, c'est compliqué. Donc là, c'est cela. Hein. Et ici, là, je m'obsède et je m'acharne. Donc voilà un peu des pistes pour te libérer des conditionnements. Autre chose à savoir, qu'on s'en libère jamais totalement des conditionnements de l'enfance, mais on peut avoir un peu de distance quand même, être beaucoup moins prisonnier et arrêter de s'acharner sur
Voilà, je ne peux pas être aimée si je suis trop petite, je ne peux pas être aimée si je correspond pas au canon de l'époque, aux mannequins. Voilà, parce que tout ça, ça enferme. Il faut voir que les pubs, les médias sont emparés de cette histoire depuis toujours. Hein. Et donc, selon chaque époque, il y a des critères de beauté. Et si vous ne correspondez pas pour un oui ou pour un non à ces critères de l'époque, ben vous êtes non accepté. Hein. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas accepté. Mais est-ce que vous croyez vraiment que c'est vrai? Parce que c'est pas totalement vrai. Hein. Quelqu'un disait tout à l'heure, mais oui, bon, si je suis pas beau, belle, machin, hein, je vais pas plaire. Non. Il y a des personnes, vous allez voir, qui rayonnent un certain charisme, hein, ça émane d'elles. Il y a une certaine grâce qui émane d'elles, qui sont ce qu'on appelle le charisme, d'ailleurs, c'est ça le charisme, hein, et qui n'a rien à voir avec les canons de beauté. Et très souvent, d'ailleurs, vous verrez des mannequins qui ont beau être magnifiques, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, dans les canons de l'époque, de beauté standard, mais il émane rien de l'intérieur, ça rayonne pas. Et alors, quelle est la différence? Hein, parce qu'on pourrait s'imaginer, ben voilà, elle correspond au canon de beauté, donc forcément elle a tout pour plaire, elle va être aimée. Ben non, ça n'a rien à voir. Donc la grâce, elle s'anime de l'intérieur, de quelque chose qui est de l'ordre de cette acceptation inconditionnelle d'ailleurs. Hein. Si je suis capable de m'accepter comme OK, hein, comme une personne unique et que voilà, j'ai un certain charme, je rayonne quelque chose, je me reconnais dans mes dons et mes talents et dans ma singularité, alors à ce moment-là, je m'excite plus, je m'obsède plus sur une partie de mon corps pour faire comme tout le monde, pour correspondre aux critères de l'époque, pour faire comme Madame Tout-le-Monde, pour faire comme les mannequins, pour faire comme cette posture idéale que je n'arriverai jamais à atteindre, puisqu'on est sur la perfection, tu sais, on est sur l'image idéale. L'image idéale est inatteignable. Inatteignable, jamais. Tu es en guerre contre l'inatteignable, contre une posture idéalisante. Parce que même sur les mannequins, même si tu cherches à être conforme aux mannequins, par exemple, aux magazines de mode, etc., tu peux le faire un temps. Déjà, tu peux t'acharner là-dessus, ça ne marchera jamais vraiment. Parce que ça ne marchera pas, parce que de toute façon, tu seras confronté au réel, qui fera qu'un jour, pour une raison ou une autre, X va te rejeter, il ne va pas aimer, je sais pas, tes fringues comme ça, ton look comme ça, ce maquillage-là, même si tu cherches à correspondre. C'est une image idéale fabriquée, c'est un schéma, c'est une idée qu'on s'en fait, ça ne correspondra jamais vraiment à l'acceptation des autres, ni à ton acceptation de toi. Alors, tiens... Oui, ah bah bien sûr, au contraire, avec plaisir. En fait, j'entends tout ce que tu dis, mais par exemple, je prends mon cas comme ça sera plus simple. Oui. Pour moi, je souffre d'être androgyne. Donc là, en fait, c'est pas un conditionnement, c'est un conditionnement qui vient de loin, puisque la femme est censée avoir des formes depuis toujours. Donc du coup, là, on n'est pas sur quelque chose. Enfin, on est sur quelque chose, je crois, qui. Enfin, je sais pas le mot, mais. C'est ancré de génération en génération dans la tête des femmes, dans la tête des hommes, qu'une femme doit avoir des formes. Voilà. Alors, c'est très intéressant comme exemple. On est typiquement, tu vois, quand je disais la beauté est purement subjective, il y a des personnes qui seraient, et j'en connais d'ailleurs, qui se réjouissent énormément d'avoir un look androgyne ou de paraître androgyne. Tu vois. Donc, on est vraiment dans une perception. Quelle est ma représentation de mon corps et quelle identité? Tu vois, c'est la relation avec l'image de soi. Je me dis que si je suis androgyne, alors à ce moment-là, je ne suis pas conforme au féminin. Et ça, c'est l'identité que tu t'es créée. Donc avec une injonction qui est, il faudrait que je sois féminine avec des formes X, Y qui sont les représentations de l'archétype du féminin. Sinon, je ne suis pas OK. Comment tu as créé le truc. Alors que d'autres personnes valorisent beaucoup l'androgynat, surtout à notre époque, en plus c'est rigolo, parce que nous sommes dans une époque où on tend vers l'androgynat, il y a une mode de l'androgynat, comme vous avez pu remarquer d'ailleurs, hein. Les hommes s'épilent, alors qu'avant c'était pas le cas, il y a beaucoup d'hommes qui s'épilent, les femmes veulent de plus en plus ressembler à des garçons, reprendre leur masculinité, donc il y a comme une mode de l'androgynat, comme en ce moment, tu vois. Et c'est vrai que les hommes passent des temps, vont acheter des produits de beauté, ils vont passer leur temps à se regarder physiquement, se coiffer, il y a pas mal d'hommes comme ça maintenant, il y a une mode de ça quand même. Donc on passe, si tu veux, c'est marrant parce que on est en train de passer dans l'androgynat, alors qu'avant c'était beaucoup plus marqué les archétypes. Les femmes devaient être beaucoup plus féminines, rondes, maquillées, naninana, habillées comme si avec des talons, hein. Et les hommes étaient beaucoup plus des hommes virils, qui s'épilaient pas, genre gorilles, tu vois. Et on est en train de passer justement sur l'androgynat.
qui font que les hommes s'intéressent à tout ce qui concerne le féminin et les femmes s'intéressent à tout ce qui concerne le masculin. Reprendre la puissance, reprendre du yang, tu vois, voilà, du combat, des objectifs, enfin voilà. Et c'est rigolo parce que tu pointes justement l'inverse, hein. C'est-à-dire que c'est complètement subjectif. Et c'est intéressant de voir comment je me fabrique cette perception et comment je me mets en souffrance sur cette représentation subjective de moi. Voilà. Et que si tu arrêtes de te faire la guerre, tu pourrais aussi voir en quoi l'inverse, c'est-à-dire être androgyne, est un plus, est un must. Plutôt que de te faire la guerre contre celle qui ne veut pas être comme ça. Tu vois ? Comment je peux être OK, androgyne, et au contraire en faire un privilège. Et c'est parce que je suis androgyne, tu vois, c'est l'inverse. C'est parce que je suis aussi plutôt androgyne que je peux être aimée. C'est la croyance inversée. Parce que ta croyance initiale, si je suis androgyne, je ne vais pas plaire, et notamment aux hommes. Je pense que tu as ça, je ne veux pas plaire aux hommes. Eh bien, c'est marrant, ça serait intéressant de voir en quoi c'est faux, et en quoi ça peut être vrai que si tu es androgyne, tu peux vraiment plaire. Donc, il faudrait que tu trouves des arguments pour me dire ô combien c'est vrai que d'être androgyne, ça plaît. Est-ce que certains dans le groupe peuvent avoir des arguments qui vont dans le sens que être androgyne, ça peut plaire aux hommes? Enfin, moi, j'en ai d'ailleurs, hein, puisque c'est un peu mon cas quand même. Alors, vas-y. Moi, je suis une femme, mais j'ai toujours rêvé d'être androgyne un peu. Ouais. Tu vois ouais, je trouve que ça a un charme. Enfin, moi, ça m'attire. Ouais. Voilà. C'est vrai que je suis pas bonne, mais bon. Je trouve ça. Je trouve qu'il y a une beauté là-dedans, vraiment. Voilà. Moi, c'est que la féminité, elle est certainement ailleurs. Elle peut se ressentir par plein d'autres aspects, et même peut-être être justement mise en valeur par cet écart entre le physique et la féminité que va dégager la personne par ce qu'elle est, quoi, par son âme, quoi, en fait, sa personnalité. Voilà. Donc, merci de cette remarque. On ne va pas en faire plus, mais toi, tu pourrais avoir plein d'autres opinions, et c'est intéressant de voir combien c'est toujours subjectif. Même ce qu'elle a dit, c'est complètement subjectif. Donc la représentation que je me fais, elle est totalement subjective. Et si on creuse plus loin, on pourrait trouver des remarques, comme je l'ai fait tout à l'heure, des remarques qu'on t'a fait, certainement désagréables, qui t'ont fait penser que tu n'étais pas OK comme ça, dans ce corps-là. Tu vois ? Que c'était mieux d'être autre, quoi. En tout cas, pas avec ce look-là. On a certainement dû te faire des remarques désobligeantes ou je ne sais pas qui. En tout cas, c'est ce que tu as compris et internalisé. Voilà. Ben oui, mais c'est ça, c'est pour ça ce que je disais, c'est très intéressant de voir cette représentation qui est complètement subjective de l'image du corps, qui se corrèle avec l'image de soi. On en fait une identité et on se fait souffrir avec ça. Elle est purement subjective. Comment elle peut se déconstruire en essayant de voir que c'est que des marquages de l'enfance, hein. C'est que des choses qu'on vous a dites et que vous avez mises à l'intérieur de vous sans les remettre en question. C'est pour ça que je dis internaliser. Et qu'aujourd'hui, adulte, vous avez le droit de reprendre ça en disant « mais qu'est-ce qu'on m'a raconté? Est-ce que c'est vraiment vrai cette affaire que je ne peux pas plaire si et seulement si je ne suis pas comme ça ?» Parce qu'il y a de l'inconditionnel. Je ne peux plaire que si. Tu vois ? Et là, il y a une souffrance dans que si. Voilà. Et le travail que je disais, sortir des conditionnements, c'est mettre de l'amour inconditionnel sur soi. Je m'aime sans condition. Je m'aime pas que si. Je m'aime inconditionnellement. Je m'aime dans le sens je m'accepte. Hein. C'est pas s'aimer, ça veut rien dire. Hein. J'accepte toutes les parties de moi, y compris celles qui ne sont pas conformes à l'idée que je me fais que ça devrait être mieux aussi. Tu vois ? Peut-être un peu alambiqué ce que je raconte, mais... Et donc, il y a une détente qui apparaît si je peux m'accepter de manière beaucoup plus inconditionnelle. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais penser mes blessures. Ça veut dire que je vais être une bonne mère pour moi et je vais arrêter de me dire « Attends, si t'es pas dans des formes ultra féminines, tu peux pas plaire, c'est pas... » Tu vois, je vais aller à l'encontre de cette croyance. Je vais dire « Bah tiens, voilà, je suis comme ça. Et je ne serai jamais parfaite. » Voilà, il y a aussi quelque chose à voir avec la perfection. Quoi que je veuille et quoi que je fasse, il faut que je fasse le deuil de la perfection. Ça, c'est drôlement important, c'est une autre piste. Pourquoi ? Parce que ce qui est inéluctable, c'est les limites. On est complètement limité, on va vieillir, c'est inéluctable, on va mourir, c'est inéluctable.
Le corps va se dégrader, c'est inéluctable. Que vous fassiez toutes les chirurgies esthétiques, les maquillages, les machins, les produits de soins, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Quoi que vous fassiez, vous pouvez arranger un peu la façade. Mais de toute façon, ce qui est inéluctable, c'est le vieillissement des cellules, c'est le fait qu'il y a une finitude, c'est le fait qu'on est imparfait, et c'est le fait que ça va se passer comme ça. Que vous le vouliez ou non. Donc la question qui va se poser à un moment donné dans votre vie, c'est est-ce que je résiste? Est-ce que je lutte contre l'inéluctable? Jusqu'où je résiste? Jusqu'où je suis en guerre contre la vie qui me présente ce tableau-là? Jusqu'où je m'acharne contre? Jusqu'où je ne veux pas ce qui est là? Jusqu'où je n'accepte pas ce que la vie me propose, c'est-à-dire le vieillissement. Alors si c'est pas maintenant, c'est un peu plus tard, et si c'est pas plus tard, ce sera plus tard. Mais on y passe tous. Donc il y a une espèce de deuil à faire de cette image du corps qu'on veut beau, parfait, de manière subjective, pour être accepté, comme le veut les businesswomen ou les trucs comme ça, hein, qu'on construit notre identité sur cette image-là. Hein. C'est une image qui ne tient pas la route. Parce que quoi qu'on fasse, il y aura l'inéluctable. Il y aura la dégradation. Il y aura. Est-ce que je peux accepter et arrêter de faire la guerre avec ça? Vous faites la guerre contre la vie même, là. Hein. Et là, vous allez perdre, hein, parce que vous ne pouvez pas gagner. C'est même pas la peine. Hein. Vous pouvez vous exciter sur les chirurgies esthétiques, ça ne changera rien. Hein. À un moment donné, voilà. Vous pouvez tout changer, de toute façon, jusqu'où vous allez résister contre... Mais après, c'est la mort. Hein. Après, on peut s'amuser à tout et n'importe quoi, à se cloner, on peut tout imaginer, mais l'inéluctable, c'est la finitude. C'est nos limites. De toute façon, on a des limites. Alors, si ce n'est pas l'image du corps, c'est les limites physiques. À un moment donné, on vieillit, on est moins en forme, on doit être... Voilà. Il y a de toute façon des limites, puisqu'on n'est pas tout puissant. De toute façon. Donc, si ce n'est pas ça, c'est autre chose. Voilà. On est tout le temps confronté à nos limites, sans arrêt. Donc, sortir de la toute-puissance, c'est de sortir de l'idée qu'ont les adolescents, que je suis éternel et j'ai le pouvoir de tout, et grâce à moi ou à cause de moi. Voilà. Bon. Et donc ça, c'est vraiment un travail de fond, je dirais, sur cette acceptation des limites et sur l'acceptation de l'imparfait que nous sommes. Et de l'humilité qu'on peut avoir sur l'existence. Et si je commence à travailler sur mon humilité, je reconnais que je suis comme je suis, et que, ok, je prends soin de moi, je fais de mon mieux, etc. Mais je ne me fais plus la guerre là-dessus. Je suis d'accord avec l'existence. Je suis d'accord avec les limites. Et je ne vais pas m'énerver contre. Je vais aller avec le courant. Voilà. Et aller avec le courant, c'est arrêter de se faire la guerre contre soi, contre les autres, contre la mort, contre la vieillesse, contre tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas soin de son véhicule. Ça veut dire qu'on lâche un peu les croyances qui sont « si je ne suis pas conforme au canon de l'époque, je vais être seule, je vais être en mauvaise... Voilà, je vais finir seule, je ne vais pas être aimée, je vais être exclue. » Voilà, toutes ces croyances-là. Ça, ce sont des croyances souvent enracinées qui sont en lien avec des croyances de l'enfance. Si on s'est moqué de moi petit parce que j'avais des lunettes et qu'on s'est moqué de moi par ma taille, etc., je crois que je suis exclue. Et donc, je continue de croire que si je mets pas la charge pour répondre aux critères, je vais être exclue. Et donc, c'est faux, c'est une croyance d'enfant, ça. C'est pas parce que j'ai été exclue petit que je vais continuer de me faire exclure toute ma vie. Au contraire, c'est parce que je reconnais ma valeur intrinsèque que je me mets en paix. Et que j'arrête de me faire la guerre. Et que j'arrête de me vouloir autre que ce que je suis. Il y a vraiment quelque chose qui peut se détendre. Voilà. Je dis toujours à peu près les mêmes choses dans mes conférences, mais j'essaye de vous amener à avoir une certaine paix avec vous-même, une certaine tranquillité, une certaine détente qui fait que ça glisse sur moi, quoi. Voilà. Alors même si ça glisse pas complètement, parce que je vais quand même pas arrêter de me comparer de temps en temps, mais je me compare plus pendant des jours et des heures, je m'acharne plus comme un malade, je me fais plus la guerre, quoi. Et c'est ça qui change. Hein. Vous aurez toujours, qu'elle parlait des conditionnements, vous aurez toujours une tendance, on aura toujours une tendance. Donc si ça va pas s'en aller comme ça avec ses petites ailes, donc si tu cherches à être féminine, tu auras toujours une partie de toi qui va chercher le féminin. C'est pas gênant en soi, mais tu seras moins obsédé par. Tu seras moins dans
je vais pas plaire, j'ai peur, voilà, ça sera moins une phobie, quoi. Voilà, t'en feras moins un enjeu. C'est ça le truc. C'est essentiel, ça. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations sur cette question de l'image du corps, l'image de soi, l'identité? Ouais, tu peux lui faire passer. Là. Je pense que je vais parler un peu fort pour l'entendre. J'ai une remarque. Attends, une seconde. D'une seconde. J'avais une copine qui avait un visage extrêmement joli et qui Ouais. n'avait pas du tout de poitrine. Je vois pas si vous entendez quelque chose. Oui, on entend très bien. Elle a fait une opération et puis ça lui a changé sa vie quand même. Elle Oui. est toujours dans cet aspect-là parce que quand je l'ai revue, elle est tout le temps en train de se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais quand même ça lui a changé Oui. sa vie que d'avoir une poitrine, parce que pour une femme, ne pas en avoir, c'est gênant. Donc c'était Oui. pour aller pas trop dans votre sens. Oui, mais c'est bien, je suis très contente. Je vais entendre. Parce qu'on peut, effectivement, déjà, il faut voir qu'à l'origine, elle s'est dit qu'elle ne pouvait pas être acceptée en tant que femme, elle ne pouvait pas être aimée en tant que femme si elle n'a pas des seins. Ce qui est amusant, de nouveau, hein, on peut repartir sur l'inverse. Certaines femmes, comme à l'époque Jane Birkin, vous vous rappelez, c'est l'inverse. On était dans une mode inverse, c'est-à-dire, si j'ai des seins, je ne suis pas OK en tant que femme. On a tout, hein. Tout est son inverse. Hein. Donc il faut voir que certaines femmes vont au contraire manier une image idéale qui est l'inverse d'avoir des seins. Donc plutôt prétendre à l'androgyna. Si je suis androgyne, alors j'ai de la grâce. Si j'ai trop de marquage du féminin, voilà, on ne va pas m'aimer. Mais tout ça, ça a à voir avec l'histoire, l'éducation, ce que j'ai absorbé, ce que je me suis représenté. C'est complètement subjectif, déjà d'une part. Cette femme-là s'est racontée que si elle n'avait pas des seins, elle n'allait pas passer. Enfin, elle n'allait pas être aimée par les hommes. Ok, très bien. Ou même par les femmes. Hein. Donc, du coup, elle est passée par la chirurgie esthétique. Et pourquoi pas? Si ça apaise un peu l'estime de soi, hein, si ça rehausse l'estime de soi, si ça l'empêche d'être complètement obsédée par ce truc-là, très bien. Nous, les psys, on sait très bien qu'il y a ici quelque chose qui s'est passé dans son histoire qui a fait qu'elle s'est fait cette représentation d'elle-même et donc qu'elle n'est pas en capacité de s'accepter inconditionnellement avec des petits seins ou des gros seins. On s'en fout, à la limite, elle a les seins qu'elle a. Et puis que c'est pas parce qu'elle a des petits seins ou des gros seins qu'elle va être aimée ou pas. Elle va être aimée ou pas en fonction de ce qu'elle se raconte sur elle. Hein. C'est la représentation qui fait que, hein, c'est pas autre chose. C'est que l'idée qu'on s'en fait. Hein. Parce que, en fait, si on s'aime avec des petits seins, on va rencontrer des hommes qui vont nous aimer avec des petits seins. Si on s'aime avec des gros seins, on va rencontrer des hommes qui... on valide nos croyances. Hein. Donc forcément... et on va se comparer aux autres. Donc elle doit se comparer à celles qui ont des gros seins qui plaisent. Et celles qui ont des petits seins ne plaisent pas. Elle va le valider. Hein. On vérifie hein, sans cesse. Hein. Mais tant mieux pour elle si elle a trouvé un moyen d'apaiser un peu. Mais je vais dire, ici, on va voir que le problème ne peut pas être résolu. Parce qu'une fois qu'elle a réglé ce problème avec ses seins, elle va évidemment déplacer sur autre chose. Donc ça va continuer. Alors peut-être ça sera moins grave, mais ça va se déplacer puisque la représentation idéale n'a pas été travaillée. Donc il va encore y avoir d'autres choses qui vont apparaître sur la représentation idéale, le schéma ici. Alors là, je commence à voir que, bon, ok, mes seins, ça va à peu près, je peux être acceptée. Mais il va y avoir un autre truc qui va faire, je ne vais pas être aimée si et seulement si, je devrais être parfaite sur tel endroit. Alors après, ça va être le vieillissement, après, ça va être, je sais pas, elle va trouver d'autres choses. Elle va trouver des supports. On trouve des supports. Si c'est pas cette partie, c'est cette partie. Si c'est pas ça, c'est ça. On trouve sans arrêt quelque chose. Vous savez, l'esprit a horreur d'être vide. Donc, on trouve, on s'occupe, on meuble sur une partie du corps. Et si c'est pas ça, c'est autre chose. Pour se mettre en souffrance, on est les champions quand même. Hein. Et pour certaines personnes... qui ont eu des blessures sur l'image du corps. On s'est moqué d'elle petit, ou on a stigmatisé sur une partie du corps. Ouais, t'es gros, si t'es gros, voilà. Il peut y avoir des parents aussi qui sont complètement obsédés par leur propre corps et qui font passer aux enfants comme quoi, tu sais, dans la vie, si t'es pas élégant, si t'es pas beau, tu passeras pas, on va pas t'aimer. Voilà, il y a des parents qui sont obsédés aussi, hein, mère ou père. Hein. Il y en a qui sont vraiment obsédés par l'image. Hein. Et donc, ils font passer ça à leurs enfants. Alors, du coup, les enfants, ils sont là, anxieux, des tout petits, en se disant, oh, putain, j'ai intérêt à être nickel, à être beau, brillant, avoir un super look, à faire comme ça, un peu crispé comme ça, parce que là, ça va passer. Hein. Si d'un coup, là, et puis je suis un peu négligée, ça va pas passer. Donc, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, il y en a, c'est parce que le modèle parental
était déjà complètement obsédé par l'image du corps. Il y avait déjà une préoccupation majeure d'un des parents qui a transmis ça à son enfant. Ça, c'est une possibilité aussi. Hein. Du coup, l'adulte, il se dépatouille avec ça, et il est là, merci le cadeau des parents, là, merci le poison. Maintenant, je suis là, j'ai construit ça, et je suis sûre que si je suis pas élégant, beau, attirant, ou belle, attirante, personne ne va m'aimer. Donc, je passe mon temps à me coiffer, à me passer des heures à... Fille ou garçon, hein, garçon c'est pareil. Hein. Donc, c'est des obsessions. Et qu'est-ce qu'on fait de ça quand c'est vraiment souffrant? Alors, quand c'est un peu, voilà, fantaisie, c'est rigolo. Mais il y en a, ils sont vraiment obsédés, quoi. Ils se prennent la tête avec ça, comme on dit. Hein. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'on peut déconstruire la manière dont on s'est construit et s'apaiser un peu avec ça? C'est-à-dire déconstruire cette image idéale qu'on a de nous et s'accepter. Parce que plus on va s'accepter, plus on va être en contact avec notre style propre, qui ne passe pas forcément par l'image d'ailleurs, hein, et plus on va se faire accepter des autres. Voilà. Ça marche comme ça, l'histoire. Plus on s'aime et plus on est aimé, et moins on s'aime et moins on est aimé. C'est bête, hein, c'est basique, mais ça fonctionne comme ça. Vous allez le vérifier vous-même. Donc le premier axe, on dit toujours, dans tous les courants mènent à ça, enfin toutes les thérapies et tous les courants d'enseignement mènent à ça. Premier axe, je m'aime. Vous n'avez pas le choix. Premier axe, retour à soi, je m'aime, je m'accepte. Deuxième axe, je vais vers les autres et je fais du lien avec les autres. Et je vais voir effectivement comment je vis la relation aux autres. Mais la relation aux autres n'est qu'un reflet de ma relation à moi. Donc si je ne suis pas en acceptation de ma relation à moi, si je ne suis pas en accord avec ce je m'aime, je ne peux pas être aimé des autres. Je me prends des râteaux sans arrêt. Ben oui, sans arrêt. C'est sans fin l'histoire. Donc la première chose, c'est déjà toujours retourner sur moi. Comment je m'accepte ou comment je fais pour ne pas m'accepter. Qu'est-ce que je me raconte pour ne pas m'aimer? C'est ça surtout. Et quand tu vois, et là on est dans la prise de conscience, quand je mets de la conscience sur comment je m'organise pour ne pas m'aimer, tu peux te détendre un peu. Et tu peux te dire, j'arrête avec ça, j'arrête de me faire égard. J'arrête de me dire que si je suis androgyne, je passe pas, si j'ai des cheveux, si je suis petite, je passe pas, si je suis grande, je passe pas. Voilà, j'arrête de me faire égard. Je peux commencer un peu. Je pense pas que ce soit si simple que ça. C'est tout un travail de thérapie. Là, je suis en train de vous faire le résumé de tout un travail qui se fait. Moi, j'ai eu des patients que j'ai vus pendant 2-3 ans là-dessus, hein, qui sont arrivés avec des obsessions sur le corps. Donc là, je vous dis les clés, parce que ça, c'est la fin de la thérapie. Hein. Ça se termine comme ça. Mais ce chemin, qui est un chemin de l'amour de soi, est un chemin qui peut prendre des années, parce que, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est à l'origine, ces traumas parce que c'est quand même des traumas de l'enfance. Hein. Si on m'a dit, voilà, tu peux pas être aimé, ou l'enfant a compris, je peux pas être aimé si je suis grosse. C'est bien rentré, quoi. Quand je dis c'est rentré, c'est incrusté. Donc, on peut en parler comme ça en théorie, mais il y a une déconstruction à faire et une vérification à faire. C'est une expérience. Je vais vérifier que c'est faux. Donc, je vais vérifier qu'en fait, voilà. Et je vais lâcher cette histoire de gros ou moche, parce que vous savez que quand on est mince, gros, petit, grand, laid, beau, etc., vous savez, je vous le dis, hein, plus vous êtes attentif à ce thème, et plus le thème devient préoccupant. C'est-à-dire que plus vous avez affaire à l'inverse du thème. Vous passez votre temps dessus, quoi. Hein. Donc si vous êtes maigre, gros, par exemple, on est dans le monde de la dualité, d'accord? Donc vous êtes obsédé par ce truc-là. Donc forcément, vous passez votre temps à vous occuper du sujet. Hein. Donc plus vous avez affaire à maigre et gros. Vous voyez des gens gros et maigres, vous voyez gros et maigre, enfin vous passez votre temps dessus, quoi. Quelqu'un qui n'a pas ce sujet, ce marquage de l'enfant, il s'en fout du sujet. Le sujet ne l'intéresse pas. Il ne capte pas ce sujet. Si c'est petit-grand, bah, vous avez affaire à ce sujet-là. C'est votre sujet. Donc vous passez votre temps, c'est votre nonos. Petit, gros, gros, petit. Alors qui sont grands, les grands, les petits, les moyens. Voilà, la taille, qui est grand, qui est petit, ici, tiens. Voilà, vous voyez ça. Vous êtes obsède avec ça. Voilà. Et donc, c'est toute cette histoire de stéréotypes, hein, de préjugés. Et le chemin résolutoire, effectivement, c'est de petit à petit de se décentrer de ce thème. C'est d'y mettre peu d'énergie.
c'est un thème qui est un thème comme un autre, qui n'est pas plus intéressant que intelligent, idiot, que le thème, je vois, tous les thèmes. Hein. Après, n'importe quel thème peut être intéressant. Mais c'est l'énergie que vous déployez sur le thème. Pourquoi? Parce que vous voulez être accepté, aimé. Voilà. Évidemment, c'est un chemin qui peut prendre des années. Ah oui. Moi, j'ai juste une remarque là. Oui. Bon, les goûts et les couleurs, c'est deux choses qui sont complètes. Hein, mais enfin, bon, c'est quand même deux choses différentes. Si on prend par exemple Gainsbourg. Qu'est-ce quoi Gainsbourg. Ah oui, Gainsbourg, oui. On ne peut pas dire que c'était l'Alain Delon de l'époque. Oui. En attendant, bon, à chaque fois qu'on parle de lui, Oui, on parle oui. de toutes les femmes avec qui il est sorti, et en général, les plus belles. Hein. Oui. Bon, après, si on prend Alice Sapritch, qui était aussi le canon au niveau de l'esthétique qui correspondait à personne, ben, n'empêche qu'elle Oui. a proclamé qu'elle sortait avec des personnes qui avaient 30 ans de différence avec elle. Et qu'au-delà de ça, bon, pour elle, les personnes ne correspondaient pas. Après, il y a d'autres choses aussi. C'est par exemple l'esthétique. Ça peut être aussi une conjoncture par rapport à la vie. Par exemple, une femme qui va avoir un cancer, je pense, le cancer des seins. Bon, il y a toute une plasturgie qui va se faire, il y a pas mal de choses. Mais le gars avec qui elle va vivre, il regardera plutôt le charme qui lui a plu dès le départ. Parce que c'est aussi une confrontation par rapport à la vie, où il faut qu'il accompagne, où il faut qu'il soit là. Oui. Et dans le sens contraire, c'est exactement pareil. Bon, une femme, elle sera amoureuse de la personne avec qui elle est, rien que pour d'autres critères qui ne sont pas l'esthétique. Et dans les relations humaines, même dans l'amour, en fait, le départ, c'est peut-être une enveloppe esthétique, une enveloppe charnelle qui peut plaire, mais à partir de là, il y a aussi quelque chose qui s'installe. Et c'est au-delà de tout critère esthétique. Ah. Enfin, c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'esthétique pure, hein, libre de tout jugement, et notamment des jugements, des critères, des canons de l'époque, etc. Et là, tu soulignes quelque chose qui est vraiment important, et c'est ce que je disais un peu depuis le début en filigrane, qui est, est-ce que je peux être en contact avec la grâce? Par exemple, là, tu parlais du regard que tu poses sur l'autre. Par exemple, Gainsbourg ou Marlène Dietrich, ce sont des personnes qu'on trouvait belles, mais belles dans le sens du charisme, tu vois, dans le sens qu'elles dégagent quelque chose, tu vois. Mais cette grâce-là, c'est l'ensemble de la personnalité. C'est pas juste, tu vois, un nez, un machin. Voilà. L'esthétique au niveau de la beauté, si on compare, par exemple, dans l'art, la transfiguration, par exemple, de l'esthétique, ça a été fait souvent par là. Mais actuellement, on peut parler des tableaux de Botero qui représentent des femmes assez fortes, et aussi, par exemple, d'autres personnes qui ont aussi dessiné Rodin, par exemple, qui ont dessiné des femmes assez fortes, et par d'autre côté, des femmes qui n'avaient pas de poitrine, qui attiraient autant, parce que, bon, comme tu l'as dit, Jeanne Birkin, à un moment donné, les modes, ça fait que c'est passé. Tout à fait. Si on prend, par exemple, tu as cité plusieurs fois les mannequins, mais les mannequins, c'est quoi? C'est pour vendre un tissu, une couture, et à une époque, il n'y avait pas du tout de mannequins. Il y avait le critère ne se faisait pas sur ça. Il se faisait d'abord par l'intelligence, par rapport à ce que la personne faisait ou pouvait développer. Et on appelle ça le charme. Oui, mais tout à fait. Mais c'est pour ça que je vous induis justement à trouver votre propre charme. C'est-à-dire que... Et votre charme ne se trouve pas forcément, et vous le savez, mais on peut le redire sans arrêt, il ne se retrouve pas forcément sur les canons de critères de l'époque. Oui, mais pourquoi? Mais cette histoire de génie, mais on est tous des petits génies en herbe. Si vous êtes convaincu que vous n'êtes pas... mais attends, ça c'est vachement important. Hein. Si vous n'êtes pas en contact avec votre originalité et que vous avez une représentation idéale de... Je ne peux me faire aimer que si je corresponds à tel critère ou à tel critère, vous êtes loin de vous. Vous êtes dans un truc de perfectionnisme et vous ne vous connaissez même pas. C'est-à-dire que vous ne savez même pas quelle est votre note particulière à jouer au sein de cet orchestre. Donc pourquoi est-ce que certains ont du génie et qui sortent du commun? Mais parce qu'à un moment donné, ils reconnaissent ça. C'est-à-dire qu'ils viennent le toucher et l'offrir. Et c'est pas sur la beauté physique, c'est sur autre chose.
mais chacun a des dons dans son style, quoi. Et si c'est pas sur la musique, ça peut être sur n'importe quoi, sur le soin, ça peut être sur... mais peu importe, on a tous quelque chose, une note à jouer. Et comment on se rapproche toujours et encore plus de soi, ou comment on s'éloigne de soi en se représentant qu'on va être aimé que si quelque chose. Et là, on est sur la beauté physique. Et comme il vient de le préciser, c'est important de voir que la grâce, le charme, le magnétisme n'est pas positionné en général sur les critères d'esthétique pure répondant aux canons d'époque. Parce que, bon, après, et en plus, c'est les canons de l'époque, c'est les canons que je me suis fait dans cette famille et dans mon parcours de vie. Parce qu'on voit qu'ici, il y en a certaines qui se disent je ne dois pas être androgyne, et l'autre qui va se dire à côté, bah si, il faut que je sois androgyne. Donc, en fait, c'est complètement subjectif, hein, tout ça. Hein. Alors. Est-ce que je peux reconnaître ma grâce, mon charme, mon rayonnement qui vient de l'intérieur, hein, parce que pourquoi certains on dégage vraiment quelque chose et d'autres pas. Et ce sont ceux qui sont en accord avec qui ont touché leur propre grâce qui vont le dégager et qui vont être aimés en général. Quand on touche son rayonnement, on rayonne. Hein. Ouais. Moi, j'ai quelque chose qui m'a aidé, donc je voudrais partager, ça va peut-être pouvoir aider d'autres personnes. C'est que, donc justement, je m'en racontais exactement ce que tu dis, c'est-à-dire sur certains trucs, mais si je suis comme ça, je vais rencontrer quelqu'un, si j'ai telle caractéristique physique. Et puis à un moment, je me suis dit, mais est-ce que je serais capable d'aimer quelqu'un qui me poserait comme condition, attention, hein, si tu es comme ci ou si tu es comme ça, je t'aimerais plus. Et en fait, je sais pas, en tout cas, projetez-vous dans cette situation-là, imaginez vous rencontrez un mec hyper charmant, tout ça. Voilà, moi c'est mon ventre hein, qui bloque un peu là. Et puis cet homme que vous trouvez super charmant, à un moment, il voit votre petit ventre rebondi et il vous dit oh là, ça, moi, ça va pas être possible, hein, perso. C'est là, d'un coup, moi, je peux pas aimer la personne qui va me parler comme ça, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai réalisé que quelqu'un qui va me regarder uniquement au travers de mon corps, je peux pas l'aimer, quoi. Voilà, moi, ça m'a... Tu te sens pas aimé. Alors, ce que j'entends, c'est que tu ne te sens pas aimé dans ta globalité quand il focalise sur une partie de ton corps et qu'il est dans l'exigence et la tyrannie de « j'ai pas de désir », notamment si tu as un ventre machin, et donc si tu as un petit ventre, mon Dieu, ou tu fais un régime tout de suite, ou mets-toi à la poubelle. En 2 mots, c'est ça. Hein. Et du coup, je me suis aperçue que ce que moi, je m'infligeais pour avoir mon ventre plat, etc., ça n'avait pas de sens parce que finalement, voilà, ce petit retournement de situation m'aide en tout cas à cheminer sur ce truc, cette croyance qui est erronée. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, ça renvoie tout à fait à cette histoire. Si je m'aime, si je m'accepte globalement, si je m'aime suffisamment, je ne vais pas passer ma vie avec des hommes qui ne peuvent pas m'aimer ou qui font une fixette sur une partie de mon corps et qui vont me rejeter si et seulement si j'ai une oreille comme ci, un nez comme ça, un ventre comme ça, et qui vont d'ailleurs ne pas aimer la femme que tu es, parce qu'ils aiment la femme avec un prisme. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les femmes correspondent à un cliché, quoi. Donc c'est les filles de la mode, des magazines. Alors si tu n'es pas conforme, et un jour, de toute façon, même si tu as un ventre plat, tu finiras peut-être par, avoir une peau un peu moins lisse, machin. Voilà. Et donc cet homme te rejettera plus tard, sauf s'il fait un travail sur lui. Donc on peut voir que cette exigence qui est portée sur l'autre, là c'était sur toi, c'est sûr que si tu relationnes avec quelqu'un comme toi et que tu continues à te maltraiter avec quelqu'un comme ça montre ô combien tu ne t'aimes pas. Parce que tu te fais souffrir à continuer de vouloir rentrer dans les attentes de l'autre. Parce que même si un jour tu arrives à être avec ton ventre plat, il va te trouver autre chose. Hein. C'est sans fin l'histoire. Et puis il faut voir que la personne qui est là-dedans, ceux qui nourrissent beaucoup de fantasmes sur l'esthétique pure, hein, tu vois, l'objet purement esthétique cliché, hein, très souvent il est dur avec lui-même. C'est-à-dire qu'il est comme ça avec lui. Il faut voir qu'en général, on projette à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. Donc, il est fort possible que lui-même, il soit là dans une exigence et une tyrannie de son corps, à être dans ce que je disais, l'excessif soigneux, tu vois. Donc, c'est important d'être comme ci, de ne pas être comme ça, avoir pas de poils, de je sais pas quoi, enfin, tous les trucs à la mode de maintenant. Hein, et d'être dans une tyrannie du corps. Et quand on tyrannise les autres en général. Et quand bien même, il y a des personnes, elles sont comme elles sont, c'est pas gênant. Hein, voilà. Mais est-ce que je vais faire affaire et me mettre en maltraitance avec quelqu'un qui me veut comme ça, surtout quand c'est un peu obsessif, quoi, et qui te jette à la poubelle quand tu corresponds pas. Parce que je mérite d'être jetée à la poubelle. Pas de suite.
Voilà. C'est toute une question, hein. Ce qui ne veut pas dire non plus, tu vois, parce que des fois, je nuance, parce que parfois, il y a des personnes qui ont tendance à être dans la négligence de leur corps et donc prendre du poids. Tu sais, on dit aussi dans les mariages, au début, elles font des efforts et tout. Puis après, une fois que la personne est un peu acquise comme ça, bon, bah alors on se néglige, on fait plus attention, on mange n'importe quoi, on prend du ventre, bon, on s'affale sur le fauteuil. Et c'est aussi l'excès de ça, tu vois. Excuse-moi, moi je connais quelqu'un qui a divorcé et qui a laissé ses enfants parce qu'il a trouvé que sa femme était devenue trop grosse. Oui, mais pourquoi pas? Et peut-être... Mais c'était un exemple... Oui. Et la nuance de ça. C'est pour ça que je vous renvoie sur négligence ou acharnement. Est-ce que oui, entre les deux, jusqu'où je prends soin et jusqu'où je m'accepte sans en faire une obsession. Ok, je peux quand même, voilà, si je vois que vraiment je fais pas attention, parce que c'est aussi prendre soin de son corps, c'est aussi être ok avec son véhicule, quoi. C'est aussi dire, je l'entretiens mon véhicule, quoi. Je fais pas, faut qu'il se maintienne en forme le plus longtemps possible. Je fais de mon mieux avec ça, tu vois. Et je me maltraite pas non plus, parce que si je m'aime pas, je me maltraite. Hein. Je mange n'importe quoi, je fais pas de sport, enfin, tu vois. Donc jusqu'où je vais pour être dans l'excès de la négligence ou dans l'excès de je veux plaire et archi-plaire et être dans la tyrannie du corps. Donc il y a toujours la juste mesure. Donc c'est aussi à nuancer cette affaire, parce que tu peux avoir aussi des remarques qui sont faites qui peuvent être intéressantes à entendre aussi, en disant attends, là, peut-être que là, tu te laisses aller. La négligence, c'est si tu fais les choses pour les autres. Attends, est-ce que tu veux prendre le micro? Ce que j'ai appris aussi par rapport à mon expérience de vie, c'est la différence, c'est quand tu fais les choses pour les autres ou quand tu les fais pour toi-même. Par exemple, ce que tu dis sur le corps, tu fais pas de sport, tu manges pas. Alors c'est vrai qu'au départ on dit ouais, c'est la société qui me dit il faut faire du sport, c'est bien, comme ça je peux dire à mes copines j'ai fait du jogging 3 fois cette semaine, etc. Mais après quand tu réfléchis, tu t'aperçois que si tu fais pas du sport, c'est même pas que tu réfléchis, tu sens que tu es moins confortable. C'est vrai que de bouger t'apporte un confort. Et donc, moi ça aussi c'est ce que j'ai réalisé. La maison que j'habite, certes il faut qu'elle soit confortable, mais celle que je vais habiter jusqu'au dernier moment, c'est mon corps. Et que d'être confortable dans mon corps, c'est un truc essentiel. Et du coup, là, on sort aussi des dictats de la société. Faut manger végétarien, faut manger... faut savoir se faire plaisir, voilà. Mais il faut savoir aussi s'écouter. Enfin, il faut apprendre, il faut rien d'ailleurs, c'est juste de s'écouter. Pour être le premier bénéficiaire du bien-être et de le regard de l'autre. Mais c'est un chemin, comme tu dis. C'est un chemin, ça. C'est tout le chemin. C'est être plus en autoréférence. Sortir des moutons de Panurge, à être influencé par la mode. Alors un coup c'est le vegan, un coup c'est je sais pas quoi. Alors c'est les hyper, hein. C'est pas mieux, hein. C'est des dogmes, c'est aussi dictatorial que l'inverse, de manger n'importe quoi. C'est pareil. Donc c'est d'être dans une écoute profonde de cette écologie intérieure. Hein. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Bon, alors de temps en temps on peut être un peu influencé, mais pas trop, quoi. Jusqu'où je m'écoute et jusqu'où je prends du plaisir, parce que ça donne du confort, ça me donne un certain bien-être, effectivement, de faire du sport, de manger mieux. Mais si je suis obsédée, on peut pas le faire, ça. Quand on est obsédé par le fait de vouloir correspondre à une image idéale, on n'arrive pas à ça, parce que c'est l'image idéale qui prend le dessus, tu vois. Et on se fait la guerre avec soi pour correspondre à l'image idéale. Donc on fait des régimes. On est strict, alors faut manger que végétarien, faut pas manger tel produit, pas de gras, pas de machin, tu vois. Et là, on se fait la guerre, ou faut se faire de la chirurgie esthétique, on se fait la guerre. Et là, on n'arrive pas à ce confort qui est de le faire par plaisir et vraiment d'être vraiment dans une écoute plus écologique de soi. Et c'est pour ça que je mets l'accent sur cette conférence sur quelle est la représentation idéale que je me suis fabriquée, que je me suis construite par rapport au trauma de l'enfance. Ou aux influences de la société, ou ce qu'on a dit sur moi, ou ce que des hommes ont dit sur moi, ou des femmes ont dit sur moi. Et est-ce que je peux déconstruire ça pour apaiser un peu cette image idéale et sortir de ce qui tombe sous le sens, hein, parce que là, je remanie les évidences. Mais non, c'est pas évident. Mais non, tu peux être aimable aussi si tu es androgyne. Non, tu peux être aimable aussi si tu n'es pas parfaite. Non, tu peux être aimable aussi en ayant des rondeurs. Tout va bien, hein. Il n'y a pas de danger, quoi. Tu vas pas être exclu. On a toujours peur d'être exclu, en fait, hein, d'être rejeté, exclu ou abandonné. Je vous rappelle les 3 blessures magiques. Hein.
l'exclusion, l'humiliation, la blessure à l'abandon et la blessure au rejet. La trahison, mais là, c'est pas trop la trahison. Hein. La vexation. Donc, on se fraye toujours avec ça. Et donc, l'idée, c'est comment je m'inclus, comment j'arrête de m'abandonner, comment voilà, je m'abandonne pas moi-même, je m'exclus pas moi-même, je m'inclus, je ne me vexe pas moi-même, comment je suis douce avec moi. Hein, on a l'histoire d'être doux avec soi ici. Au lieu d'être dur avec soi, on va être doux avec soi et on va arrêter de se vouloir durement, parfait, on n'y arrivera jamais. Donc, on met de la douceur sur soi. C'est l'inverse, hein. On ne s'abandonne pas. En fait, hein. Puisqu'on nous a abandonnés ou qu'on s'est vexé, on s'est moqué de nous, on ne va pas le faire avec nous-mêmes. Voilà, on va faire l'inverse. Ça aussi, ce sont des pistes de réconciliation avec soi, hein, l'image du corps. Hein. Parce que si on se réconcilie avec notre corps, alors on peut toucher notre unicité, notre grâce, notre magnétisme propre. Parce qu'on s'aime comme on est. Donc, du coup, on va dégager quelque chose. On ne va pas vouloir coller aux stéréotypes de l'époque. Hein. On s'en fout de coller aux stéréotypes. Parce qu'on sait qu'on dégage. Et si on plaît moins, eh ben, c'est même pas grave, dis donc. Pas grave si on plaît moins, parce qu'on se plaît à soi. Donc, c'est pas dramatique. On va pas en faire une catastrophe. C'est pas un drame. On plaît moins. Il y a des moments dans une époque, il y a des périodes où on plaît plus, des périodes où on plaît moins, des périodes, et ben voilà, et on fait de son mieux. Et si on s'aime, on est son propre jardinier, on se cultive, et on honore l'être qu'on est. Et du coup, on a moins besoin de plaire. On est moins sur le front line, sur le terrain, à toujours chercher à plaire, à être approuvé, à être accepté. Bon, on est accepté, on n'est pas accepté. En quoi c'est dramatique? On a plus d'amis, on a moins d'amis, on a plus d'amoureux, on a moins d'amoureux, on a plus... Et après, on est l'empereur et l'impératrice de soi-même. Donc il y a quelque chose qui se modifie aussi dans ce travail de réconciliation avec l'image du corps, avec l'image de soi, qui fait qu'on est moins dans une course effrénée à plaire. Parce que là, vous partez dans un mur de toute façon. Il y aura de toute manière des périodes où vous plairez plus, des périodes où vous plairez moins. Et c'est pas très grave. C'est pas très grave si on n'en fait pas un problème. C'est grave si on en fait un problème. Donc il y a aussi un travail ici sur la solitude existentielle. Je voudrais en parler parce que ça fait aussi un lien sur la solitude existentielle, qui est aussi quelque chose d'inéluctable. À un moment donné, il faut se rendre compte qu'on vit, on est seul et on meurt seul. Même si on est en lien, même si on touche la main, même si on est accompagné par quelqu'un jusqu'à la fin de notre vie, même si on a des compagnes, des compagnons, etc. De toute façon, toutes les expériences, on les vit à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de nous-mêmes. Même si ça ressemble à ce que vivent les autres, quelque part, c'est nous qui les vivons. C'est notre expérience. Donc, quelque part, ce sentiment de cette séparation, il n'est pas faux, il est vrai et faux. Hein. À la fois, c'est vrai qu'il y a une solitude existentielle qui nous est propre et qu'on va vivre jusqu'à la fin des temps. Et à la fois, on peut voir combien on est interdépendant, combien ce que je vis est en miroir de ce que tu vis, combien cette solitude existentielle existe chez moi, existe chez toi, et qu'on est tous à faire avec ça, et que c'est universel, et que quelque part, on est vraiment en lien avec ça. Voilà. Et ça, c'est intéressant de voir combien aussi on fait tout pour pas être seul. On fait tout, on a peur de la solitude, comment on va finir seul, comment ça va être un drame, on veut pas être seul, on va être avec, etc. Et on se met une pression là-dessus qui est énorme. Alors, on peut se détendre avec le fait que par moment, cette solitude existentielle, comme le vide existentiel, on le traverse tous, on a affaire avec ça. Et c'est pas gênant en soi si on n'en fait pas un problème. Si on l'accepte et on l'accueille comme faisant partie de notre histoire. Et en même temps, quelque part, on peut voir que c'est pas vrai, on est toujours en lien. Même si on est dans l'invisible, on est en lien dans l'invisible. Hein, on fait venir une personne, faites venir un ami, un proche, quelqu'un qui vous aime, de votre famille, un compagnon, une compagne, un ami. Il y a quelqu'un qui est là, même dans l'invisible. Ou quelqu'un qui est mort, il est là. Il est dans votre cœur, il est là. Donc cette solitude existe et n'existe pas. C'est vrai, c'est faux. Mais n'empêche qu'on est tous à la même enseigne là-dessus. Donc autant l'accueillir plutôt que d'en faire les frais et de fuir cette solitude existentielle à vouloir plaire à tout prix et à quel prix. C'est coûteux pour l'organisme et même pour vos budgets financiers. Ça peut être coûteux de passer votre temps à chercher à plaire à tout prix. Et d'un côté narcissique, hein, parce que c'est une faille narcissique. On cherche vraiment à plaire
pour réduire cette faille narcissique, comme quoi petit, on n'a pas été aimé à la hauteur de nos besoins d'avoir été aimé. Donc on va chercher à plaire pour résoudre, pour cicatriser cette plaie narcissique. Mais on n'en a jamais fini avec ça. Donc faire le deuil, c'est aussi, j'accepte que j'aurai toujours des failles narcissiques. Jamais je plairai à personne complètement. Ça, c'est pas possible. Il y aura toujours des endroits où je plairai pas. Et je plairai pas à tout le monde, et c'est OK. Je peux pas plaire à tout le monde, et j'en fais le deuil. Et je plairai pas, peut-être cette personne, je lui plais aujourd'hui, peut-être demain, après-demain, je lui plairai pas. Et c'est OK. Voilà. Il y a ici, ce que je voudrais décrire, c'est le oui inconditionnel à la vie. Voilà. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. Hein. La plupart des philosophes qui se sont penchés sur la question et qui ont cherché à s'éloigner de la souffrance, ils ont dit la seule manière de s'éloigner de la souffrance, d'aller dans la joie, c'est de contacter le grand oui à l'existence. C'est-à-dire, je dis oui à tout ce qui est intrinsèque dans ma condition humaine, qui est la solitude existentielle, le vide existentiel. Voilà, mes failles narcissiques, oui, ça fait partie de moi, oui, ça fait partie de moi. Oui, ça ne sera jamais complètement résolu. Et je peux dire oui à tout ça et me relier à toute cette humanité qui vit et traverse la même chose. Donc, il y a quelque chose de plus grand et de plus large qui me dépasse, qui est ce mystère de la vie, qui fait que la vie se propose sous cet angle. Et je dis oui, un grand oui à tout ça. Et là, le oui, vous savez que ça détend toujours, alors que le non contracte toujours. À chaque fois que je suis en lutte contre ce qui est, je deviens une victime et je suis impuissant. Quand je dis oui, ça me traverse et ça me détend parce que je fais partie de l'ensemble, de l'univers qui vit ça, et j'en fais pas un problème. Et donc je me détends avec ça. Voilà. Où je suis victime, où je résiste contre, où je me laisse aller avec le courant, et je suis d'accord avec ce principe de l'existence. Et du coup, je peux voir ce qu'il disait tout à l'heure, je peux voir la beauté de l'existence qui prend et épouse toutes ses formes, y compris la solitude existentielle, y compris le fait de ne pas plaire, y compris le fait d'avoir des failles narcissiques, etc. etc. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est la piste ultime, hein, qui est la piste à la voie royale de s'éloigner le plus de la souffrance, c'est le grand oui à la vie, sous toutes les formes qu'elle épouse. Donc il n'y a plus de contamination par les clichés, par les préjugés, par les stéréotypes. On est moins enfermé là-dedans, on se libère de ça parce qu'on dit oui à tout. Et c'est là où on retrouve cette histoire de l'esthétisme pur qui n'est pas empreint de jugement. Voilà. On est beaucoup plus dans ce sens esthète et on va voir se dégager sur chaque individu une aura, une beauté, hein, qui lui est propre, mais qui n'est pas la beauté classico-classique, traditionnelle, dans laquelle on va s'enfermer, parce qu'elle dégage ce qu'elle a de plus beau en elle, quoi, son essence. Voilà. Et on a chacun une essence, avec des dons, un style qui nous est propre, et ça, c'est nous. Et vous, c'est pas le voisin d'à côté. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, c'était pas forcément une question, mais je voulais intervenir sur le fait que ça me parle beaucoup ce que vous dites. Et c'est vrai que de partir sur un chemin sur... je sais que c'est un chemin qui m'a permis d'avancer, d'arrêter de juger, tout simplement, de juger l'autre, de se juger soi. Ça a arrêté à un moment donné quand on commence des phrases avec il faut que regarde-toi, oui, regarde comment t'as fait là. C'est vrai que toute cette auto-flagellation, oui. Ces croyances qu'on a ou ces idées reçues qu'on a et tout ce mentionnement qu'on te fait permet aussi d'avancer. Après, ce que je voulais rebondir, c'était aussi sur vous avez parlé beaucoup de solitude existentielle. C'est vrai que c'est quelque chose que moi il y a quelques années et peut-être pour d'autres, c'est quelque chose qui fait peur au départ, de se retrouver seul justement, oui. De se retrouver pas en lien, et en fait j'ai l'impression que plus on arrive à mûrir, plus on arrive à se dire oui, seul finalement. En fait, si je me retrouve seul, ça va me permettre de prendre du temps pour moi, oui. Et peut-être réfléchir à ce qui me fait plaisir vraiment à moi, et en fait c'est dépasser cette crainte de se retrouver seul. C'est ça. Et je crois que c'est un cheminement qui se fait, mais qui prend énormément de temps. Oui. Et il faut déjà dépasser la crainte. C'est ça.
j'ai peur. Égale l'enfer. Exact. La mort, c'est ça. Exact. C'est tout à fait vrai. Arriver à se dire déjà, je peux être seule. Et donc, du coup, être seule, ça peut être aussi se faire plaisir. Et plus que se faire plaisir, être seule, c'est la voie royale de se rencontrer, de trouver la grâce de la vie en soi et simplement de goûter l'existence. Tu vois, et ça peut être ce qui peut être proposé, tu vois, à certains moments de la vie, tu peux être seule. Alors, soit tu vas t'enfermer dans c'est l'enfer, soit tu vas vivre comme un paradis. Et comme c'est complètement subjectif, chacun y va avec ses représentations. Donc, effectivement, il y a un chemin qui, à mon avis, est un chemin personnel à faire sur comment je sors de cette idée que je me fais que la solitude, c'est moche, c'est pas bien, il faut être en lien. Et c'est vraiment important parce qu'il y aura des moments de solitude, de toute façon, des traversées dans la solitude à faire, par des épreuves, et de toute façon, on les vit, ça. Donc, est-ce que je peux commencer à me mettre dans le courant de la vie là-dessus et faire ce chemin qui est très, très important. Faire l'expérience de la solitude et voir que ça peut être des retrouvailles, on peut être créatif dans la solitude. Hein. En tout cas, de ne pas l'envisager comme un enfer sur Terre. Oui, dans le mieux qu'on peut, hein, parce qu'à chaque moment, c'est pas toujours évident, mais dans le mieux qu'on peut à ce moment-là, comment je vis pleinement cette solitude, comment je le vis pas comme un enfer, en tout cas. Comment je l'accepte. Voilà. Même si nous sommes des êtres de lien. Et par rapport au jugement dont tu disais, combien on est fait de tonnes de jugements sur nous-mêmes, comment on se fait la guerre, ça aussi, parfois on ne peut pas s'empêcher de se juger, de se vouloir autre que ce qu'on est. Par contre, on peut voir on peut voir le nombre de jugements, on peut voir apparaître, je suis encore en train de me juger. Parce qu'on n'a souvent pas conscience. Une seconde, ça va très vite. Tiens, je suis encore dans, je me trouve trop petite, ou je suis trop grosse. Donc je suis en train de me juger et je ne me rends pas compte. Donc là, je m'en rends compte. Et quand je m'en rends compte, je peux me dire, bon, alors j'ai le choix. Soit je continue de me faire la guerre, soit j'arrête en me disant, bon, je suis grosse. Bon, et ben voilà. Et ben c'est pas grave. Ou je peux pas m'empêcher de manger trop de chocolat, ça c'est moi. Bon, c'est pas grave. Voilà. Est-ce qu'on en fait un problème ou pas? C'est toute la question. Voilà. Le chocolat, c'est comme le sucre, c'est bon. Oui, mais il y a des endroits, j'en parle pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où même si on tente de faire de notre mieux, il y a des endroits où on a des addictions, il y a des endroits où on a des imperfections, tu vois, des imperfections. Et soit on se fait la guerre contre nos imperfections, soit on arrête. Soit on dit, bon, écoute, moi je fais la guerre avec moi, plus ça se détend, et moi je suis addict d'ailleurs. Moi je fais des régimes, et moi j'ai besoin d'en faire. Parce que du coup, ça se régularise tout seul. Parce que je suis moins obsessif avec ça. Plus je suis obsessif, plus je suis addict. Ça va avec. Parce que je mets de l'énergie là-dedans. Il faut pas. Donc c'est comme ça qu'en voulant contrôler, c'est comme ça qu'on ne contrôle plus rien. Voilà. Ça fait l'effet inverse. Voilà. Bon, si personne, si vous n'avez plus grand-chose à dire sur la question de l'image. Ouais, vas-y. Alors passe-lui le micro. Je rebondis un peu justement par rapport à l'histoire du chocolat, justement, à se dire, c'est un exemple comme un autre, mais oui. Justement avoir peut-être ce lâcher prise là quelquefois, mais c'est aussi se respecter, des fois en se disant, justement là je suis dans l'excès, justement je mange trop de chocolat par exemple. Oui, trop de pizza. Par exemple, et se dire aussi du coup qu'on va vers la négligence aussi de soi et oui. se poser la question pourquoi. Donc des fois aussi être un peu exigeant envers soi, bien sûr quand c'est pas dans des extrêmes, mais ça peut avoir du bon aussi. Mais bien sûr. Et donc je rebondis aussi du coup par rapport à ce qui a pu être dit tout à l'heure, par rapport à vous parliez de tout ce qui était vegan, etc. Un peu comme si c'était un extrême, mais là encore je trouve que à savoir ce que l'on mange, il y a plein de choses qui font que c'est se respecter là encore une fois. Bien sûr. C'est exactement, c'est le niveau c'est le croisement. On est aussi à la croisée. J'étais dans l'équilibre, c'est-à-dire la juste mesure. Donc jusqu'où je bascule dans les excès, qui sont la négligence, et je veux surtout pas voir ça. Et alors là, je m'empiffre de pizza ou de chocolat parce que voilà, j'ai pas envie de rentrer dans la dictature
de l'hygiène du corps, ça c'est bon pour les autres, et donc j'en fais un militant du non-végétarien, par exemple. Tu vois, je suis dans l'extrême inverse. Et jusqu'où je suis acharnée. Et je veux convaincre le monde entier et tous mes amis comme quoi il faut faire attention, il faut manger vegan, parce que si vous ne mangez pas vegan, attention, attention. Voilà, c'est les excès, hein, on est toujours dans les excès. Et moi, je vous dis, mais est-ce que vous arrivez à trouver un juste équilibre qui est je prends soin de mon corps, de mon véhicule, sans en faire quelque chose de strict ou de l'inverse de... Voilà. Et ça a à voir avec la honte et la fierté. Hein. N'oubliez pas, plus j'ai honte et plus je vais mener une contre-identité, c'est une bataille sur je dois mener une guerre contre, ou dans un sens ou dans l'autre. Hein. Je vais mépriser ceux qui respectent pas leur corps, mangent pas vegan, je fais n'importe quoi, ou alors l'inverse. Hein. Où je vais être fière d'être celui qui arrive à se contrôler. Il y a des pathologies qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas avant, comme l'orthorexie. L'orthorexie, vous connaissez, non? Il y a la boulimie, l'anorexie, donc ça, vous connaissez. Et l'orthorexie, c'est ceux qui sont obsessifs en regardant tout ce qu'ils mangent. Donc, ils détaillent toute la journée, tout ce qu'ils mangent, toutes les étiquettes, etc. Parce qu'ils sont tellement soignés, investis sur... ça va m'empoisonner, ça va me faire du bien, ça va me faire du mal, le colorant machin, pas le colorant truc, attention, si ça mis, que l'énergie est déployée sur ça, et ça devient une pathologie. Le champ est investi sur ça, et toute la journée, c'est une obsession de « Attends, qu'est-ce que tu manges là? Qu'est-ce que je vais manger tout à l'heure? À quel endroit je vais acheter mes produits ?» etc. Et donc, ça devient une pathologie. C'est la pathologie de l'époque qui arrive. Avec la malbouffe, on voit arriver ces pathologies-là. Bon, c'est une obsession comme une autre. Hein. On tombe dans les troubles obsessionnels compulsifs. Il faut voir que toutes les obsessions, que ce soit anorexie, boulimie, orthorexie, etc., ou les phobies, sont en lutte contre l'angoisse. Elles sont construites contre une angoisse, pour éviter l'angoisse. Donc, il faut mettre un focus sur quelque chose. Alors, pareil sur la dysmorphophobie. Hein. On met le focus sur le nez, par exemple. Donc mon nez, il n'est pas joli, il n'est pas droit, il n'est pas machin. Les cheveux, je sais pas, un focus sur une partie. Et donc on va interpréter, déraisonner, hein, c'est même presque une hallucination. Donc on va se générer une interprétation et mettre une fixette. C'est pour ne pas sentir l'angoisse, on va se faire une fixation sur une partie. Donc, soit sur les aliments, les étiquettes des aliments, soit sur une partie du corps, soit sur une phobie quelconque. Voilà. C'est une obsession pour ne pas sentir l'angoisse. On fait comme on veut, mais bon, on peut s'intéresser à l'angoisse qu'il y a derrière, comme ça va éviter de faire une fixette sur quelque chose. Parce que la fixette, c'est la résolution de l'angoisse. Hein. Voilà. Donc si on met son attention là, on ne la met pas ailleurs. Voilà. Manière de résoudre l'angoisse. Voilà. Donc c'est intéressant de voir jusqu'où ça nous conduit, ces histoires d'image du corps et de délire qu'on peut avoir sur la phobie, et notamment sur l'interprétation du schéma corporel. Quand on demande par exemple aux anorexiques, c'est intéressant parce que les anorexiques, elles ont vraiment une interprétation complètement erronée de leur schéma corporel. Elles se voient grosses, elles sont maigres. Hein. Mais elles, quand tu leur demandes, elles se voient grosses. Hein. Bon. Et donc c'est très curieux, c'est une déformation du schéma corporel. C'est-à-dire que... on leur demande, tiens, prenez un centimètre là et mesurez votre taille, par exemple, le bassin. Bon, leur bassin ne correspond jamais à la réalité de leur bassin. Et elles se voient toujours beaucoup plus grosses que le vrai bassin. Vous leur demandez de prendre leurs mesures, c'est jamais en rapport avec la réalité. Donc il y a une déformation du schéma corporel. Et c'est comme ça qu'elles se construisent l'image de soi. Hein. C'est comme ça qu'elles se représentent leur image à travers cette déformation-là. Voilà. Une obsession de correspondre à ça, alors qu'elles sont déjà comme ça, mais elles se voient comme ça. Et l'image restera toujours déformée chez l'anorexique. C'est-à-dire que même si elles soignent un peu cette pathologie, même si ça va mieux, toute leur vie durant, elles auront une déformation d'image du schéma corporel. Très curieux, mais c'est comme ça. Alors, et pareil pour les boulimies, c'est des déformations, c'est une déformation du schéma corporel qui est déjà enclenchée dès l'enfance. Hein.
On n'en a jamais fini avec l'image du corps. Donc, ça, tout ça pour vous interroger, est-ce que vous avez des déformations potentielles de votre image du corps? Est-ce que vous voyez vraiment la réalité? Est-ce que vous ne déformez pas votre image? Est-ce que vous interprétez? Et à quel endroit vous déformez? Vous avez une déformation grossissante ou déformante de certaines parties de votre corps. Donc, c'est à quel endroit vous mettez votre attention sur votre corps et à quel endroit vous le déformez. Ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Ben, je vous remercie de l'attention que vous avez portée à ce sujet.